J'avais 28 ans la troisième fois que mes parents ont oublié mon anniversaire. Non, ils ne l'avaient pas manqué d'un jour, ni appelé avec du retard à cause d'une urgence au travail. Non, ils m'avaient complètement oublié, encore une fois. J'étais assise seule à la table d'un petit restaurant dans le Marais que j'avais réservé 2 semaines à l'avance. 3 chaises vides me fixaient, comme une accusation silencieuse. Les bougies sur le gâteau que je m'étais offert brûlaient tranquillement, faisant couler la cire sur un glaçage que personne ne goûterait. Pas un seul appel, pas un SMS, juste le silence, lourd et assourdissant. Je m'appelle Vanessa, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille invisible. Je n'étais pas celle qui avait droit aux fêtes d'anniversaire somptueuses ou aux surprises dignes d'Instagram. C'était toujours le rôle d'Emma, ma sœur cadette, l'enfant prodige, la préférée. Pendant qu'elle baignait dans les paillettes et les cadeaux, j'attendais devant des portes qui ne s'ouvraient jamais et je répondais à des téléphones qui ne sonnaient jamais. Mais cette année, quelque chose a basculé. Cette année, les bougies n'ont pas seulement fondu. Quelque chose en moi a fondu aussi. Et quand mon cœur s'est raffermi, il est revenu bien plus tranchant. Il pensait que j'allais encore encaisser. Le silence, le rejet, les miettes affectives. Mais pas cette fois. Cette fois, j'allais leur montrer exactement ce qui se passe quand la fille oubliée décide qu'elle en a fini avec l'invisibilité. Et avant la fin de l'histoire, ils ne pourraient plus m'oublier, même s'ils essayaient. Je me disais toujours que ce n'était pas personnel. Quand j'avais 10 ans, Emma avait eu droit à un week-end à Disneyland. Ballons, feux d'artifice, un gâteau à étages avec de la poudre d'or comestible. Elle tourbillonnait dans une robe à paillettes pendant que des photographes la suivaient comme si elle était une star. 3 mois plus tard, mon anniversaire arrivait. J'ai attendu toute la journée. Aucune décoration, pas de gâteau, pas même une mention. Ce soir-là, quand j'ai enfin trouvé le courage de demander à maman s'ils avaient oublié, elle m'a regardé avec des yeux ronds, comme si j'avais demandé la lune. « Oh ma chérie », a-t-elle dit en me dépassant. « Tu comprends, nous sommes tellement occupés avec les castings d'Emma. » C'était toujours la même phrase. « Tu comprends ?» C'était devenu leur mantra. Un code pour dire « Emma passe avant tout ». Et avec le temps, j'ai appris à jouer le jeu. Je gardais ma voix basse, mes attentes encore plus basses. Pendant qu'Emma prenait des cours de chant privés, je cumulais les petits boulots pour payer mes propres manuels scolaires. Pendant qu'elle postait des selfies en vêtements de marque que mes parents lui achetaient, je rentrais chez moi sous la pluie parce que maman avait, oublié, de venir me chercher. Quand Emma a eu 18 ans, ils lui ont remis les clés d'une petite citadine neuve avec un ruban rouge. Pour mes 18 ans, j'ai eu droit à une carte écrite à la main, pas de gâteau, pas de dîner, pas de fête, juste un mot qui disait « Nous savons que tu nous rendras fiers. Tu le fais toujours. » Je l'ai jeté à la poubelle le soir même. C'était toujours comme ça. Chaque succès que j'obtenais était passé sous silence, chaque étape importante était engloutie par leur apathie. Emma ratait un contrôle de maths, ils appelaient un tuteur. Je réussissais mes examens de fin d'année avec mention, ils ne demandaient jamais comment ça s'était passé. Elle attrapait un rhume, il restait éveillé toute la nuit. Je me suis fait extraire les dents de sagesse toute seule, rentrant en métro, groggy et en sang. Et à travers tout cela, je me suis convaincu que ça ne faisait pas mal. Qu'être invisible était plus sûr que d'être vu et ignoré. Mais même quand on s'entraîne à ne plus espérer, une petite part de vous le fait toujours. Chaque année, je pensais, peut-être cette année, peut-être qu'ils s'en souviendront, peut-être qu'ils se soucieront de moi. Chaque année, j'avais tort. Le pire fut mes 25 ans. J'avais préparé un dîner maison, nettoyé mon petit studio parisien jusqu'à ce qu'il brille, et mis le couvert pour 4. Mes parents, Emma et moi, juste nous, intimes, simples. Je voulais me sentir en famille à nouveau, ne serait-ce que pour une soirée. J'ai attendu des heures. Personne n'est venu. À 22 heures, mon téléphone a enfin sonné. C'était maman qui riait. Désolé ma chérie. Le live d'Emma vient d'atteindre les 100 000 vues. On ne pouvait pas décrocher. On est tellement fiers. On peut remettre ça à plus tard? J'ai fixé la nourriture intacte, mon cœur se repliant sur lui-même comme une étoile mourante. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis laissé le dire à voix haute devant le miroir, ils ne tiennent pas à moi. Pas vraiment. J'étais la remplaçante, le plan B, celle sur qui on peut compter et qui ne demande rien,
celle qu'on peut laisser sur l'étagère sans jamais s'en plaindre, l'enfant fantôme. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que cela signifiait que je devais mériter leur amour en étant utile. Mais l'amour qui doit être mérité n'est pas de l'amour, c'est un levier, et j'en avais fini d'être une simple garantie. Le lendemain de mes 28 ans, je me suis promis d'avancer. Je ne laisserai pas leur absence m'engloutir à nouveau. J'avais du travail, des factures à payer, une vie à vivre. J'ai allumé une bougie chez moi, préparé un thé, et je me suis dit que ça allait. Puis l'email est arrivé. Il venait de ma mère. L'objet était froid et impersonnel, facture de la fête sur le yacht d'Emma. Merci de vérifier. Pas de salutation, aucune reconnaissance du fait qu'ils avaient manqué mon anniversaire la veille. Pas d'excuses, juste une pièce jointe en PDF. Je l'ai ouvert, sentant une boule se nouer dans ma poitrine. Total, 8 600 €. Votre part, 4 300 €. Merci de faire le virement au plus vite. J'ai fixé les chiffres, engourdie d'abord, puis furieuse. Il ne pouvait pas m'accorder 10 minutes pour mon anniversaire, pas même un SMS, mais maintenant il voulait plus de 4 000 € pour qu'Emma puisse inviter ses amis influenceurs sur un yacht, comme si j'étais un distributeur automatique sans code, prêt à cracher tout ce dont ils avaient besoin. Mes mains tremblaient en ouvrant mon application bancaire. J'ai tapé exactement 1 €. Dans la note, j'ai écrit « Je ne suis pas à bord ». Puis je suis resté dans le silence, mais pas pour longtemps. Cette étrange colère calme, celle qui rend tout limpide, a commencé à m'envahir. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté à tous les comptes qu'ils utilisaient, Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO, même le calendrier familial que je payais chaque année sans poser de questions. Un par un, j'ai révoqué l'accès. L'iPhone d'Emma a disparu de mon plan Spotify Premium. La Smart TV de maman a été expulsée de Netflix. La tablette de papa a été supprimée d'Amazon Prime. Ils avaient construit leur confort sur mon silence. Leurs habitudes de streaming, leurs cartes de crédit, même leurs vacances avaient mon nom qui traînait en arrière-plan, en payant les frais. C'était terminé. Ensuite, est venu le plus important, les cartes bancaires. Elles étaient à mon nom, mais utilisées par eux. Chaque brunch, chaque virée shopping, chaque journée au spa qu'Emma taguait nonchalamment sur les réseaux sociaux était discrètement réglée par moi. Pas une seule fois il n'avait demandé la permission. Pas une seule fois il n'avait dit merci. Alors j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à les bloquer. Une par une. C'était comme déchirer les pages d'un livre que je n'avais jamais accepté d'écrire. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Vanessa Carter a demandé une voix. Ici Rachel, du service fraude de votre banque. Vos parents ont signalé plusieurs modifications non autorisées sur plusieurs comptes. Il invoque une usurpation d'identité. J'ai failli rire. Fraude? Non, ai-je dit. Pas une fraude. Une rectification. Silence à l'autre bout du fil. Madame, reconnaissez-vous les changements d'accès? J'ai autorisé absolument tout, ai-je dit. Et s'ils paniquent, dites-leur que c'est une surprise. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un de malveillant. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Je posais enfin une limite qu'ils auraient dû respecter depuis des années. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils m'avaient vidé émotionnellement, financièrement, systématiquement. Ils n'avaient jamais célébré mes victoires, mais ils n'avaient jamais manqué une occasion de payer leur brunch avec ma carte. Mon téléphone vibrait sans relâche. Des SMS de maman, d'Emma, même de papa. Les messages s'empilaient comme un raz-de-marée de culpabilité et de manipulation. Emma, tu es tellement immature. Ce n'est que de l'argent. Maman, Vanessa, c'est puéril. Appelle-moi tout de suite. Papa, tu nous déçois tous. Règle ce problème. Pour une fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité, parce que je voyais enfin clair. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils n'avaient pas peur parce que j'avais déraillé. Ils avaient peur parce que le manège s'était arrêté. Celui où je finançais tranquillement leurs fantasmes tout en étant rayé du récit familial. Ce jour-là, j'ai tapé un dernier message dans le groupe WhatsApp. Une seule ligne, le distributeur automatique invisible est officiellement hors service.
profiter de votre réalité. Puis je les ai tous bloqués. Ce n'était pas de la rage, c'était du soulagement. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne plus subir. Je répondais avec clarté, avec vérité, et avec la pleine conscience que cette fois-ci, ils ne pourraient pas transformer cela en quelque chose de laid pour le retourner contre moi. Ils voulaient m'effacer. Maintenant, ils allaient apprendre exactement ce que l'on ressent quand la personne qu'ils ont effacée décide de devenir inoubliable. Je n'ai pas posté par rancœur, mais par nécessité. Il n'y a pas eu de dispute, pas de coup de fil de la dernière chance les suppliant de s'expliquer. Je savais mieux que quiconque qu'il ne fallait pas attendre de remords. J'avais passé des années à ravaler ma fierté, prétendant que je n'étais pas blessé. Mais maintenant, je voulais la vérité. Pas pour eux, oh non, mais pour moi. J'avais besoin de poser les choses quelque part. Alors, je me suis connecté à mon Facebook, une plateforme que je n'avais pas touchée depuis des mois, et j'ai commencé à écrire. Pour ceux qui se demandent quel est le chaos que ma famille cause cette semaine, voici un peu de clarté. J'ai écrit simplement, calmement, comme si je rédigeais un rapport, sans chercher à exposer un héritage. J'ai parlé des anniversaires manqués, des dîners oubliés, des factures, des milliers d'euros qui quittaient mon compte sans remerciement ni reconnaissance. J'ai inclus des captures d'écran de la facture du yacht de ma mère, du message envoyé sur Venmo, du relevé bancaire avec leurs noms associés à mes cartes. Je n'ai rien enjolivé. Je n'ai attaqué personne. J'ai juste dit la vérité. Et cette vérité s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, la publication a été partagée par d'anciens camarades de classe, des collègues, même des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les commentaires ont afflué. Vanessa, je ne savais pas. Tu as toujours été si discrète. Tu es courageuse de dire cela. Je me sens tellement concerné, ça fait mal. Ils t'ont traité comme un portefeuille. Tu n'as jamais été invisible pour nous. C'était comme de l'oxygène, comme enfin remonter à la surface après s'être noyé pendant des années. Mais pendant que je respirais, Emma étouffait. Sa fête sur le yacht avait eu lieu sans moi. Elle avait passé des semaines à en faire la promotion en ligne, chef privé, yacht de luxe, bar à champagne. Ses abonnés se régalaient, mais la réalité, sans mon soutien financier, était brutale. Les prestataires s'étaient retirés, les cartes de crédit avaient été refusées. Ce qui devait être un événement d'influenceuse glamour s'était transformé en un bateau de location exigu avec des plats à emporter tièdes et du vin bon marché. Des photos ont fait surface en ligne. Chaises en plastique, assiettes en carton, gens qui chuchotaient, confus. Le hashtag a commencé à devenir viral en une heure, yacht disaster, influence Eiffel, fraude party. Le visage d'Emma était partout, et rien n'était filtré. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé de dizaines de messages provenant de numéros bloqués. Je ne les ai pas lus. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà le scénario. Comment as-tu pu faire ça? Tu nous as humiliés. Règle ça. Tu as tout gâché. Puis un message est arrivé d'un numéro inconnu, mais j'ai reconnu le ton instantanément. Vanessa, règle ça tout de suite. Tu humilies ta sœur et cette famille. C'est mesquin au-delà de tout. Maman. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai relu plusieurs fois, laissant la rage couler en moi comme une marée lente. L'humiliation. C'était ça qui l'inquiétait. Pas les décennies de mépris, pas les années de vol discret. Mais le fait que maintenant, enfin, la vérité était publique. J'ai tapé une ligne et j'ai envoyé, peut-être devrais-tu vérifier tes mails. On dirait que tu as oublié une autre date importante. J'ai imaginé le froid glacial qui a dû suivre. L'email qu'elle a dû ouvrir avec mes captures d'écran, les reçus, les cartes, les messages, toutes les choses que j'avais gardées pour moi. Toutes les choses avec lesquelles j'avais essayé de les protéger. Mais maintenant je voulais qu'ils ressentent ce poids. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais l'équilibre. Et leur panique était la chose la plus honnête qu'ils m'aient jamais donnée. Pendant ce temps, ma boîte de réception était inondée par des personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des amis d'école, des collègues, des voisins. Ils disaient tous la même chose, tu ne méritais pas ça. On te voit enfin. Un message est sorti du lot. Ma tante, la sœur de mon père. Nous n'étions pas proches,
mais elle avait toujours été gentille à mon égard. Vanessa, a-t-elle écrit. J'ai toujours su que quelque chose clochait. Il ne parlait que d'Emma en permanence, sans jamais te mentionner. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, puis j'ai tapé, tu as remarqué. Ça suffit. Merci. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un de ma famille reconnaissait le schéma, et cela a ouvert une brèche en moi. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas hypersensible. Je n'inventais rien. J'avais simplement passé ma vie entouré de gens trop à l'aise pour admettre qu'ils avaient tort. Pour la première fois, je me sentais solide, ancré, vu. Et Emma, elle, s'effondrait. Son nombre d'abonnés a chuté de plusieurs milliers. Les marques ont commencé à annuler leur collaboration. Elle a posté une vidéo d'excuses à moitié sincère qui n'a fait qu'empirer les choses. On voyait bien que ce n'était pas du regret, c'était de la gestion de crise. Puis un nouveau message est apparu, cette fois d'elle directement. C'était court, écoute, je ne savais pas que c'était à ce point. Je suis désolé. Ok? On peut parler? Pas d'esquive, pas d'émoji, juste 5 mots qui sonnaient presque vrais. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis souvenu de mes 25 ans. Le dîner intact, l'appel téléphonique, le son du rire de maman alors qu'elle me disait que le live d'Emma était devenu viral. Je me suis souvenu de l'expression sur le visage d'Emma chaque fois qu'elle utilisait ma carte sans dire merci. Je me suis souvenu de tout et j'ai tapé un seul mot, non. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je voyais enfin clair. Je pensais que le silence serait satisfaisant. Il ne l'a pas été. Pas au début. Quand je les ai tous bloqués, Emma, maman, même papa, je m'attendais à la paix. Au lieu de cela, ce qui est arrivé en premier, c'est l'immobilité. Ce calme étrange, inconnu après une tempête. Mon appartement était calme, mais mon corps se préparait encore à la prochaine attaque émotionnelle. Comme un soldat attendant une embuscade qui ne vient jamais. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Carter? La voix était calme, corporate. C'est Lorraine, de la division fraude de la Pacific National Bank. Vos parents, Anna et Richard Carter, ont déposé un rapport alléguant une activité frauduleuse sur plusieurs comptes partagés. Je n'ai pas bronché. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Appelons un chat un chat. C'était du désespoir déguisé en jargon juridique. Ils prétendent que les comptes ont été utilisés à mauvais escient, a-t-elle poursuivi, et que vos actions étaient non autorisées et malveillantes. J'ai failli rire. Je vois. Passons en revue quelques détails, voulez-vous? J'ai sorti les documents que j'avais discrètement conservés au fil des ans, relevés, nom des titulaires, capture d'écran des cartes, plan d'abonnement, paiement, tout à mon nom, mon argent, ma responsabilité. Lorraine, ai-je dit, quel nom est sur les comptes Netflix, Spotify et Amazon Prime? Un silence, le bruit d'un clavier. Le vôtre. Et les cartes de crédit familial, également sous votre nom, Mademoiselle Carter. Et qui a réglé les soldes chaque mois? Vous l'avez fait. Silence. Lourd, concluant. Alors j'ai dit, est-ce que cela ressemble toujours à de la fraude? Non, a-t-elle admis. Cela ne ressemble pas à de la fraude. Bien. Maintenant, veuillez informer mes parents que s'ils continuent de faire de fausses déclarations, je poursuivrai en justice, et rappelez-leur gentiment que mentir à une institution financière est un crime. Merci. Lorraine s'est raclé la gorge. Entendu. Je vais marquer ceci comme un différend familial et clore l'enquête pour fraude. Et pour information, j'espère que vous allez bien. J'ai souri doucement. Pour la première fois depuis longtemps, oui. J'ai raccroché et je suis resté là, regardant la lumière du soleil se répandre sur mon sol comme si c'était la première fois que je la voyais. Le poids dans ma poitrine, celui que je portais depuis des années, a finalement commencé à se déplacer. Pas par culpabilité, mais par libération. Quelques heures plus tard, un message vocal est arrivé. Ma mère, encore. Sa voix était tranchante, froide, comment oses-tu nous menacer, Vanessa, après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout? Qu'est-ce qu'il croyait avoir fait,
exactement? M'abandonner lors de mes anniversaires? Utiliser mon crédit pour soutenir leur vie de rêve? Me traiter d'égoïste quand j'ai enfin dit non? Ils ont confondu ma survie avec de la loyauté. Mon silence avec du pardon. Et maintenant, ils ne savaient plus faire la différence. J'ai supprimé le message vocal sans écouter la suite. Puis est arrivée Emma, encore. Maman et papa paniquent. Je ne pensais pas que tu te défendrais. Honnêtement, aucun de nous ne le pensait. On ne peut pas juste discuter? J'ai fixé son message. Elle n'était pas désolée pour les années où elle m'avait ignoré. Elle était désolée que j'ai enfin le cran de réagir. Ma réponse a été simple, un mot. Non. Et je l'ai bloqué, non par vengeance, mais par clarté. Il ne cherchait pas à se racheter. Il cherchait à reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Je n'avais jamais vraiment su à quoi ressemblait la paix parce que j'avais confondu la proximité avec l'amour. Mais maintenant, en leur absence, je me sentais plus entière que je ne l'avais jamais été en leur présence. Le dernier blocage était pour mon père. L'homme qui n'avait jamais élevé la voix, jamais pris ouvertement parti, jamais intervenu. Sa trahison était silencieuse, mais tout aussi tranchante. Parce que quand vous regardez une injustice sans rien dire, vous choisissez le camp de l'oppresseur. Je l'ai bloqué, lui aussi. Et juste comme ça, j'étais libre. Plus d'attente d'un amour qui n'est jamais venu. Plus besoin de m'expliquer à des gens qui n'ont jamais écouté. Plus d'espoir qu'ils se souviendraient de moi cette année-là. Maintenant, je me souvenais de moi-même. Le soir de mes 29 ans, il n'y avait pas de yacht, pas de repas traiteur, pas de décoration de créateurs postés pour que des inconnus les admirent. Juste mon petit appartement, des guirlandes lumineuses, des chaises dépareillées, et des gens qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient quelque chose à y gagner. Maria, ma collègue bruyante et fidèle, devenue ma meilleure amie, a apporté un gâteau maison qui penchait légèrement d'un côté. Jared, mon voisin, est arrivé avec des lasagnes au beurre brûlé et beaucoup trop de fromage. Léa, mon ancienne colocataire de fac, a apporté des cupcakes au glaçage désordonné et des câlins encore plus désordonnés. C'était parfait. Nous étions assis autour de la table à rire, à manger, à partager des histoires, sans faire semblant, sans jouer de rôle, juste à exister ensemble. Quand les bougies ont vacillé, Maria m'a donné un coup de coude. Fais un beau vœu, Vanessa. Tu le mérites. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois, je n'ai pas souhaité qu'ils se souviennent de moi. Je n'ai pas souhaité de réconciliation. Je n'ai même pas souhaité de vengeance. J'ai juste murmuré, merci. À la version de moi qui a attendu si longtemps un amour qui n'est jamais venu, et qui a enfin réalisé qu'elle n'avait plus besoin d'attendre. Plus tard, après le départ de tout le monde, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture et une tasse de thé. Pas de chaos, pas de culpabilité, pas de téléphone qui vibre avec des exigences. Juste le calme. Le mien. Et pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. Je me sentais choisi par moi-même.